Salut à toutes et à tous, je m'appelle Noé Jacomet, vous écoutez Nouveau Paradigme, le podcast qui explore les problèmes et les courants de pensée qui parcourent notre société, sans tabou et sans préjugés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois le futurologue, Shaiman de son prénom, qui est un vidéaste suisse dont le travail s'articule principalement autour de thématiques d'avenir et de prospective, que ce soit l'intelligence artificielle, le transhumanisme, le réchauffement climatique et j'en passe. Il a vraiment un attrait pour les enjeux de demain, et justement, c'est autour notamment de ces thématiques-là que notre discussion s'est articulée. On a parlé ensemble des risques liés aux nouveaux modèles de langage multimodaux, donc avec des IA comme GPT-4 par exemple, mais on a aussi parlé de ce qu'est et ce que n'est pas le transhumanisme, puisque Shaiman fait partie de l'association française transhumaniste, et de plein d'autres choses encore, et donc sans plus attendre, voici le futurologue. Alors Shaiman, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans Nouveau Paradigme. Comme toujours, je t'aurais présenté dans l'intro, je fais ça à chaque fois, on en a parlé en off là, mais j'aime bien aussi demander à mes interlocuteurs de se présenter eux-mêmes. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais faire ça, me dire un peu qui tu es, quel est ton parcours, ce genre de choses? Ouais, bah déjà merci beaucoup du coup pour l'invitation, un grand plaisir d'être sur ta chaîne. Et puis ben je m'appelle Shaiman, c'est mon prénom, c'est pas un pseudo. Mon pseudo du coup sur YouTube et en podcast principalement, c'est là où je suis le plus présent, c'est le futurologue. Et j'ai donc une chaîne YouTube et un podcast sur lesquels je parle de tous les enjeux de demain. Donc ça peut aller de l'intelligence artificielle au transhumanisme en passant par le réchauffement climatique, les changements démographiques, enfin tout ce qui concerne la prospective et qu'est-ce qui va se passer dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, centaines d'années, millénaires parfois. On peut même prévoir sur du futur assez lointain. Donc voilà, c'est un petit peu sur tous ces sujets, je m'intéresse à tous ces sujets. Étant donné que j'arrive pas encore à vivre entièrement de ça, je fais aussi des petites missions de prestataire de services à côté en montage, écriture vidéo. Mais à terme, Mhm. j'aimerais vivre du coup de ces deux plateformes. Et du coup, sur YouTube, je fais des sortes de vidéos en général d'une trentaine de minutes sur un sujet très précis, lié Mhm. justement au futur. Et là, très prochainement, je sais pas quand sortira ce podcast, mais il devrait justement y avoir des vidéos traitant un petit peu des sujets dont on va parler, notamment tout ce qui est intelligence artificielle et transhumanisme. Et d'un point de vue Mhm. transhumaniste, je précise aussi que je suis du coup, je fais partie de l'équipe dirigeante de l'association française transhumaniste, et donc Mhm. je connais un petit peu aussi l'intérieur du mouvement et du mouvement principalement francophone qui peut-être on en discutera est quand même très différent du mouvement anglophone. Voilà, voilà. Ok, parfait. Ouais, on va y venir, t'inquiète pas, effectivement. Mais avant ça, est-ce que tu pouvais me parler un peu plus en détail des différents formats que tu proposes? Parce que donc tu as une chaîne YouTube, tu l'as dit, tu as un podcast, tu produis sur ta chaîne YouTube des formats, on va dire, plutôt longs, mais en fait, tu fais aussi des formats short et tu es aussi sur TikTok. Ouais. C'est un peu le même format d'ailleurs, ce qu'on appelle les shorts sur YouTube. Ils sont clairement inspirés de TikTok pour récupérer des parts de marché. Est-ce que tu peux détailler un peu aussi cet aspect-là de ton travail? Ouais, tout à fait. Je pense que, ben, comme tu le dis, il y a aussi maintenant des nouvelles plateformes qui ont émergé. Et en fait, je trouve assez dommage le manque de discours justement sur certains enjeux. J'ai l'impression que dans notre débat politique et médiatique qu'il peut y avoir en France, en Suisse ou dans d'autres pays francophones, il y a vraiment un manque de prioritisation des enjeux. C'est-à-dire que, par exemple, pendant le débat à la présidentielle, on va parler 15 minutes du voile en France, ensuite on va parler 15 minutes du nucléaire, on va pas même pas parler du réchauffement climatique à part pour Hmm. s'insulter. Enfin, il y a vraiment et d'un point de vue prospectiviste, d'un point de vue futurologie, quand j'essaye d'analyser quels vont être les plus grands mouvements qui vont influencer notre futur, je vois que ces sujets ne sont vraiment pas présentés dans ces médias. On y accorde extrêmement peu d'attention, et puis quand on y accorde de l'intention, c'est pour inviter des gens qui disent quand même beaucoup de bêtises. On pourra y revenir aussi peut-être. Euh, Mhm. et donc, ça me semble effectivement important d'apporter un discours sur tous ces sujets le plus pertinent et le plus scientifique possible. Hmm. Et donc, c'est vrai que être sur ces plateformes émergentes comme Instagram Reels, TikTok ou YouTube Shorts permet aussi de toucher un public qui ne serait pas forcément touché par les autres formats. Et donc Hmm. là, j'ai mis un petit peu sur pause la production, mais je vais reprendre ça bientôt. Et donc, je trouve que c'est des formats très complémentaires en réalité, parce que les Instagram Reels, etc., permettent de, de parler finalement de sujets auxquels je ne pourrais pas consacrer une vidéo entière, mais qui m'intéressent quand même.
et dont j'ai envie de discuter avec mon audience. Les vidéos YouTube me demandent beaucoup de travail d'écriture, de montage, etc., dans un format beaucoup plus Mhm. poussé. Euh, Mhm. et donc, j'aime beaucoup ce format personnellement. Et puis le format podcast est un format beaucoup plus tranquille, justement, où je peux discuter avec des experts du sujet pour préparer les autres formats, les YouTube Shorts et puis les vidéos YouTube plus longues. Et en même temps, Mhm. ça apporte aussi aux spectateurs quelque chose de plus engageant peut-être, de voir plus ce que je pense, d'aller plus loin aussi dans certains sujets que j'aurai l'occasion d'aller dans des vidéos YouTube qui, en tout cas pour ma part, se doivent de toucher un large public, là où dans les podcasts, j'irai peut-être plus de profondeur. Donc, je trouve que ces formats Mhm. sont très complémentaires. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord. Après, c'est vrai que c'est difficile d'avoir, tu vois, le temps n'étant pas une ressource infinie, c'est difficile d'être actif sur tous ces fronts en même temps. Tu vois, moi, à un moment, je m'étais dit, est-ce que j'irais pas faire aussi des formats comme ça? Et puis, en fait, Mhm. c'est tellement pas ce que j'ai l'habitude d'écrire que pour l'instant, je m'y suis pas vraiment mis, quoi. Mhm. Mais oui, dans l'absolu, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est assez complémentaire. Ouais. Oui, il faut faire Et très même d'ailleurs, il y attention a à un la format qu'on. dispersion. Ça, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté. Et le fait de, Mhm, tout d'un coup, on est concentré sur une plateforme et tout, on commence à voir que ça marche. Et je me suis dit, mhm, ah bah tiens, si j'allais sur d'autres plateformes, etc. Et j'y ai investi trop de temps. Et du coup, ça fait que j'ai mis en pause ma plateforme principale, qui était ma chaîne YouTube principale. mhm, Et aujourd'hui, j'ai quasiment plus d'abonnés, etc. sur ma chaîne YouTube principale, tellement je suis investi, par exemple, dans les podcasts ou dans d'autres choses. Et donc ça, c'est vrai que mhm, c'est très compliqué. Et autant avoir une seule plateforme sur laquelle on se concentre à fond, plutôt que d'être trop dispersé et puis d'être nul un peu partout, autant se concentrer sur un format et puis le faire au mieux. mhm, Si on est sur une plateforme, ça peut très bien fonctionner sur une plateforme. Et une fois que cette plateforme marche, se diversifier. C'est vrai que mhm, ça peut être un peu mieux et il faut que je fasse attention à ça personnellement aussi en tout cas. mhm. Ok. Ok. Très bien, mais merci pour ça. Alors moi j'aime beaucoup ton approche, on sent que tu es curieux et passionné justement par ce que pourrait nous offrir le futur, d'où ce nom, le futurologue. Hmm. Et pour poursuivre, j'avais une citation à laquelle j'aurais bien aimé que tu réagisses, alors qui n'est pas directement liée au futur, mais plutôt à la notion de progrès. Mhm. Mais bon, tout ça c'est quand même assez connecté aux différents sujets qu'on va évoquer. Et donc voilà, je vais te la lire et j'aurais bien aimé que tu réagisses. C'est une citation qui a un extrait de Dune, le roman de Frank Herbert. Mhm. Donc c'est de la science-fiction. Donc je te la lis puis tu me dis ce que t'en penses. C'est très court. Hein. Je cite. Le concept de progrès agit comme un mécanisme de protection destiné à nous isoler des terreurs de l'avenir. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui a très bien fonctionné pendant les dernières dizaines d'années, qui Mhm, malheureusement ou heureusement à quelque part, c'est aussi une sorte de levée de bouclier sur quelque chose où on était assez naïf, j'ai l'impression avant, en pensant justement que ce qu'on appelle le progrès, qui était souvent lié pour le coup, j'ai envie de dire malheureusement à la croissance économique, au fait mhm, de vouloir toujours plus, et puis comme si l'humain allait s'épanouir à travers une très grande consommation. Et mhm, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on sort un petit peu de ça, on sort un petit peu, bah, justement, bon, ça fait déjà un moment, mais et qu'on se dirige de plus en plus vers ça, enfin, je veux dire, si à 50 ans, tu demandais aux enfants de s'imaginer l'an 2000, bah, par exemple, on a des vidéos de Ina qui montrent très bien ça, ouais, où vraiment ils voient un futur radieux avec des voitures volantes, des maisons toutes différentes et tout. Aujourd'hui, si on demande la même chose à un enfant peut-être de 15 ans, quelque chose comme ça, il va nous dire, il y a de très grandes chances en tout cas qu'ils nous disent que ça va être la catastrophe, que la Terre est en train de brûler, qu'on n'aura plus d'habitat, qu'il y a des guerres nucléaires, il y a des tensions, des pandémies, des trucs. Et certes, il y a mhm, un phénomène médiatique, c'est-à-dire qu'on est plus informé que jamais, mais je pense qu'il y a une réalité sous-jacente à ça malgré tout. On voit que ce paradigme justement de la croissance économique qui nous a permis qui nous a amené beaucoup de progrès justement, beaucoup d'améliorations d'un point de vue confort de vie, et je pense qu'il ne faut surtout pas le nier. Notre monde est mhm, bien mieux qu'il pouvait l'être il y a 50 ans. Aujourd'hui, touche à ses limites. On voit qu'aux États-Unis, en France, parfois la croissance continue d'augmenter, mais que les indicateurs, par exemple, de durée de vie en bonne santé diminuent, que le salaire médian mhm, est stable ou commence à diminuer parce qu'il y a un accaparement des ultra riches.
Et puis, j'ai l'impression que au-delà des stats, etc., on le sent à quelque part qu'on arrive au bout d'un système et qu'il va falloir trouver autre chose. Et donc, ce paradigme Hmm. du progrès qu'on a beaucoup mis en avant est en train de disparaître un petit peu. Et ça, je crois que c'est Étienne Klein qui en parle beaucoup où il dit Mhm. justement que avant on utilisait très régulièrement le mot progrès dans énormément de documents officiels, médiatiques, etc. Et qu'aujourd'hui Mhm. ce mot a été remplacé par le mot d'innovation. Mhm. Et je pense que ce changement sémantique n'est vraiment pas anodin. Je pense qu'il montre quelque chose de notre époque. Et donc je pense Mhm. qu'aujourd'hui, il faut le, le plus important est de, je pense, créer de nouveaux imaginaires, justement, un nouvel imaginaire de progrès, peut-être, peut-on l'appeler comme ça ou pas, ça c'est à nous de choisir, mais Mhm. de quelque chose qui peut être, oui, différent de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, parce qu'on voit qu'il y a un système qui est à bout de souffle, et donc créer de nouveaux imaginaires qui donnent envie d'aller vers quelque chose de commun, de radieux, d'un futur qui peut être meilleur. Et, Mhm. et ça, j'ai l'impression que ça manque cruellement aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on parle beaucoup de résolution de gros problèmes qu'on a devant nous, et heureusement qu'on en parle, et on n'en parle pas du tout assez. Mais je trouve que Mhm. on manque d'une vision d'un futur qui pourrait être meilleur. Et ça, je pense que c'est très compliqué euh, lorsque on se dit demain sera pire, d'avancer. Même si on va faire en sorte que ça soit le moins pire possible, etc., on a ce besoin, je pense, d'avoir une utopie. Et aujourd'hui, j'ai Mhm. l'impression que c'est très compliqué à trouver cette utopie. Et je pense que ça, c'est vraiment un besoin. S'il y a des auteurs de nouvelles de science-fiction ou des prospectivistes ou je ne sais pas quoi qui écoutent ce podcast, créer des utopies me paraît quelque chose de vraiment important, quoi. Ok, intéressant. Très bien, très bien. Et donc pour continuer avec un sujet qui est à la fois très orienté futur et en même temps très actuel, je voulais justement qu'on commence par parler un peu des derniers modèles de langage multimodaux autour desquels il y a un grand engouement en ce moment. Je pense par Hmm. exemple à ChatGPT. Je suppose que tu as testé un peu différentes IA. Si oui, est-ce que pour commencer, tu pourrais me dire lesquelles et ce que tu en penses un petit peu? Oui, bien sûr, j'ai eu l'occasion de tester un petit peu ces différentes IA, notamment ChatGPT, DALL-E, Midjourney ou Mhm. d'autres, peut-être un peu moins connus. Mhm. Euh, dans l'ensemble, je trouve ça intéressant d'observer un petit peu les réactions à tout ça. Euh, Personnellement, je trouve que c'est quand même vertigineux. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, je suis tombé sur quelqu'un sur Internet qui me disait ChatGPT, donc qui est un outil qui permet de répondre quand on lui pose des questions ou comme une sorte de chatbot, disait Mhm. justement qu'il lui avait demandé d'écrire un texte et cette personne écrivait, il a écrit des trucs sympas, mais rien que je n'aurais pu écrire. Et j'ai trouvé cette réponse vraiment très étonnante parce que, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de courir derrière l'IA à se convaincre qu'on peut faire mieux qu'elle des tâches qu'on estimait 100% humaines il y a même pas quelques années. Et ça, je trouve Mhm. ça délirant. Je trouve ça vraiment délirant. Je trouve que c'est synonyme de... Enfin, on voit vraiment qu'on est passé dans un nouveau paradigme, que ces outils ont une vitesse d'adoption qui est vraiment complètement délirante. C'est pour moi aussi ça qui fait la différence, par exemple, avec ce qu'on a pu voir avec les NFT, la blockchain, etc., qui Mhm. peut-être peuvent être pertinents dans certains cas d'utilisation dans le futur, etc., mais où on voit que ben, notre maman n'aurait probablement... Enfin, c'est très compliqué pour notre maman d'avoir un wallet crypto et puis d'échanger ça à travers du web 3.0. Là où Mhm. créer un compte sur ChatGPT et puis discuter avec un petit robot qui lui donne des réponses, c'est quelque chose de beaucoup plus facile. Et donc, il y a Mhm. vraiment une adoption massive de ces technologies, une technologie qui arrive à maturité. Et on voit, je sais pas, par exemple, même d'un point de vue de l'emploi, les conséquences que ça Mhm. va avoir sont vraiment vertigineuses. Aujourd'hui, par exemple, Google a annoncé il y a très peu de temps lancé un large language model, donc une sorte de gros modèle de langage, l'équivalent de ChatGPT pour Google, Mhm. qui va être capable de répondre, par exemple, qui va être capable de faire des diagnostics médicaux. Donc, on pourra lui dire des symptômes qu'on a, et puis l'IA pourra nous dire quelle maladie on a, est-ce qu'il faut aller voir un médecin. C'est quand même vraiment délirant, quoi. On Mhm. arrive à
et ça va chambouler le marché de l'emploi, ça va chambouler le marché de l'information, parce qu'on va plus s'informer de la même manière. Nos anciens moteurs de recherche qui classaient des sites par pertinence vont être grandement modifiés par ce genre d'IA, puisque Mm. au lieu d'avoir enfin, ChatGPT par exemple pourrait nous faire un résumé de l'ensemble des sites qu'il a vus, et donc peut-être que ça pourrait être plus pertinent ou plus simple d'accessibilité, des réponses plus rapides, qui peut s'adapter aussi aux différents styles. On peut lui demander de faire des textes avec de la colère, de la tristesse, dans le style d'Aznavour ou de Biden. Enfin, c'est vraiment Mm. complètement délirant, et je pense que ça va vraiment changer la société en profondeur euh, dans très très peu de temps, et c'est déjà en train de le faire. Et ben, Mm. personnellement, je suis très heureux d'assister à cette révolution, je pense qu'on peut le dire. Euh, et en même temps, extrêmement terrifié, évidemment, parce que ces intelligences artificielles, d'ailleurs, tu as fait une vidéo là-dessus il y a très récemment que j'ai trouvé très très bien, ces intelligences artificielles posent des dangers qui sont absolument massifs, quoi. On pourra peut-être en Mm. reparler, mais je Ouais. fais partie des gens qui sont vraiment terrifiés par ces technologies. Et en même temps, je reste fasciné par la technologie en même temps. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire la part des choses. Mais, Mm. mais j'ai ce double sentiment de société complètement délirante qui pourrait voir le jour, et en même temps d'exploitation de la vie sur Terre qui pourrait advenir aussi, quoi. Mm. Donc c'est compliqué, ouais. Mais c'est vrai que c'est ce que tu disais, effectivement, il y a un côté très ambivalent. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, hein. C'est-à-dire, je pense que c'est pas juste une mode. Hmm. Je sais qu'il y a des gens qui disent oui, machin, c'est ce que tu disais, c'est comme les NFT, machin, on va faire ça pendant 6 mois, puis les gens vont se lasser. Non, je pense pas du tout que c'est juste une mode, je pense que c'est un vrai bouleversement pour le coup. Hmm. Et d'ailleurs, alors bah, évidemment, hein, les anecdotes n'ont pas une valeur statistique très intéressante, mais moi j'observe quand même autour de moi que dans les milieux professionnels, y compris même institutionnels, enfin on va dire semi-institutionnels, ça commence à utiliser des technologies comme ça pour simplifier certaines tâches, pour que ce soit des avoir un assistant de web design, faire du code très très simple, des choses comme ça. Hmm. Ça commence à utiliser certains de ces outils-là, y compris aussi, et ça c'est un sujet que j'évoquerai probablement avec des artistes, mais dans le domaine artistique, dans le domaine de la création graphique, c'est pareil. Ça commence à être de plus en plus usité, et donc oui, je pense que c'est pas une mode et que c'est un vrai changement de paradigme assez radical qui, voilà, comme tu le disais, et je pense que c'est important d'en parler, va entraîner des risques. On a déjà vu un certain nombre de dérives. Effectivement, j'en ai parlé récemment sur ma chaîne. Il y a l'IA conversationnelle de Snapchat, par exemple, qui, pendant un temps donné, n'avait pas tellement de problème à groomer, comme on dit dans le langage des adolescents. Alors c'est pas une situation réelle, mais il y a un chercheur qui, enfin, c'est pas un chercheur d'ailleurs, c'est un ancien web designer qui a fait ce test en se faisant passer pour un enfant de 13 ans auprès de l'IA conversationnelle de Snapchat, euh, et en disant bah en fait il y a un monsieur alors, qui a 18 ans de plus que moi qui me propose de partir en voyage. Enfin voilà, tout un truc vraiment malsain auquel l'IA en question n'avait pas vraiment d'objection, quoi. Hmm. Et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. J'ai vu aussi qu'il y avait des problèmes de début de désinformation. Il y avait un article, je crois, du Washington Post récemment qui parlait d'un cas dans lequel ChatGPT avait inventé une fausse rumeur sur un vrai professeur de droit. Hmm. C'était une fausse rumeur je crois que c'était un scandale de harcèlement sexuel. Donc c'était une fausse histoire, mais sur une personne qui existe, qui est professeur de droit dans je sais plus quelle fac prestigieuse américaine. Hmm. Et donc voilà, si tu veux, moi, ce qui m'inquiète, et je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, je pense que ça va aussi amener potentiellement plein de bonnes choses. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de constater en fait que les problèmes qu'on avait déjà, par exemple avec les réseaux sociaux, en ce qui concerne, par exemple, la désinformation, Hmm. vont probablement être accrus par Hmm. ces technologies. Ou en tout cas, ces technologies, clairement, ont le potentiel de permettre une intensification drastique de ce type de problème. Et je sais pas trop si on est capable d'y répondre à l'heure actuelle. C'est un peu le sens de la vidéo dont je parlais récemment de ces deux chercheurs-là qui disent en fait il faut mettre en place un cadre institutionnel pour protéger en fait les gens
de ces potentiels dérives. Enfin voilà, je sais pas ce que tu penses de tout ça, mais ça me paraît important de développer un peu, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis là. Et du coup, ça me fait rebondir effectivement sur quelque chose, c'est le fait que ces IA, par défaut, ne sont pas alignés. Donc l'alignement, c'est un terme technique dans la sécurité de l'intelligence artificielle, qui veut dire que l'IA fait ce que les humains veulent qu'elle fasse. Et fait pas quelque chose de tout d'un coup, justement, comme tu le dis, à dire à une gamine de 13 ans, ah bah trop chouette ton week-end avec ce mec de 30 ans, profite bien, et qui donne encore des astuces pour pimenter sa première fois avec ce mec de 30 Mhm. ans, quoi. Donc, ça c'est vraiment important à comprendre, c'est que ces IA, de base, par défaut, ne sont pas alignés, ne sont pas sécurisés. Et donc, on va devoir faire tout un tas de processus, de, de, de processus pour faire en sorte que ces IA fassent réellement ce qu'on veut qu'elles fassent et puis qu'elles soient le plus sécurisées possible. Et comme tu le disais, il Mhm. y a des problèmes existants qu'elles vont venir amplifier, comme bah, tout ce qui est justement désinformation, chômage, manque de modération aussi, avec certaines fois des IA qui vont nous donner la recette pour faire des bombes ou j'en sais rien quoi. Mhm. Et tout ce qui est cybercriminalité aussi qui est vraiment impressionnant. Donc, le marché du cybercrime, c'est des milliards et des milliards de dollars. Et on voit que ces technologies sont déjà massivement adoptées par le marché du cybercrime. Et très concrètement, par exemple, la façon dont fonctionnent beaucoup des antivirus, une des façons dont ils fonctionnent, c'est qu'ils vont remarquer certaines séquences de code et donc ils vont se dire, ah tiens, ça c'est ce virus, du coup, hop, c'est un virus et je le détecte et je l'enlève. Et là, le problème, Mhm. c'est que avec ce genre d'IA, on va pouvoir leur dire, par exemple, ah ben tiens, fais-moi exactement ce même virus qui va arriver au même résultat, mais avec un code différent. Et du coup, à chaque fois qu'on va faire des attaques, ça sera un code différent. Et donc, les Mhm. antivirus seront incapables de savoir quel virus c'est ou pas. Donc, d'un point de vue cybercriminalité, ça va aussi amener des choses complètement délirantes. D'un point de vue harcèlement en ligne, qui pourrait être automatisé, personnalisé pour détruire certaines personnes, de la propagande de masse qui pourrait être faite par certains régimes qui pourraient utiliser Mhm. ces IA dans le sens, ou bien on a vu il y a pas longtemps, il me semble que ChatGPT, ça j'en suis pas certain, il faudrait vérifier, mais il me semble que ChatGPT avait annoncé un partenariat avec Coca-Cola. Donc, est-ce que ces IA vont pouvoir, comme ça, mettre en avant certaines marques dans leurs réponses pour faire une sorte de propagande de masse à quelque part? On voit qu'aujourd'hui, dans nos Mhm. résultats de recherche, par exemple sur Google, en haut, on a des résultats qui sont sponsorisés. Est-ce que ça pourrait être la même chose avec des IA comme ChatGPT? Et, Mhm. euh, et tout ce qui est manque de transparence aussi, c'est vraiment terrifiant. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, avant que le Time ne dévoile comment avait été justement créée cette sécurité de l'IA, on savait Mhm. absolument pas qui créait cette sécurité de l'IA. Donc ça aurait pu être n'importe qui injecte n'importe quelle idéologie, on n'en avait aucune idée. Et le Time a dévoilé que c'était des travailleurs sous-payés dans un pays africain, il me semble, qui gagnaient quelques dollars de la journée pour voir et lire à longueur de journée des textes vraiment horribles d'abus sexuels avec des animaux, des enfants, enfin des trucs Mhm. absolument terribles et qui devaient dire ce genre de réponse n'est pas correcte pour que l'IA ne reproduise pas ce genre de réponse. Et donc, ouais, on a vraiment un manque de transparence de ces boîtes et de ces entreprises. Et bien sûr, au-delà de tous ces dangers existants, il y a ce fameux risque qu'on appelle existentiel. Ça veut dire qu'il Mhm. pourrait remettre en question l'existence même de l'humanité, son potentiel futur, et au-delà de l'humanité, peut-être même de toute vie sur Terre, qui pourrait être éteinte par de l'intelligence artificielle, pas nécessairement par ChatGPT, mais par d'autres IA qui pourraient voir le jour, et qui est un risque qui pendant longtemps a été très ridiculisé en disant ah mais vous avez vu trop de science-fiction, Terminator, Mhm. vous savez c'est un film. Et Mhm. aujourd'hui on voit ces mêmes gens revenir sur leurs pas à dire ah oui c'est un risque à prendre au sérieux, essayons de faire ça et si on faisait une pause de 6 mois pour essayer de mieux Ouais. réguler tout ça. Donc donc c'est un risque qui je pense il faut le prendre au sérieux aujourd'hui. C'est vraiment un risque
majeur, je pense. Euh, Tout le monde n'y met pas la même probabilité que ce risque d'extinction de l'humanité ou même de toute vie sur Terre advienne. Clairement, tout le monde ne met pas la même probabilité. Mais quand je vois qu'une bonne partie quand même des chercheurs en IA sont concernés par ce risque et pensent que c'est probable, euh, ça me fait dire que quand même, là, il faut réfléchir à ce qu'on fait. Parce que jusqu'à Mm. maintenant, dans le progrès technique de l'humanité, on a toujours fait la même chose. On a inventé des trucs dangereux, on s'est dit, ah Oui. tiens, c'est dangereux, et tiens, et si on essayait de réguler un peu, de faire autrement, de régler tout ça pour que ça soit un peu moins dangereux. Sauf que là, s'il n'y a plus de vie sur Terre, on peut plus revenir en arrière pour Mm. dire, ah tiens, faisons comme si c'est moins dangereux. Donc ça veut dire qu'on a une seule chance. Et si on crée une IA, donc ce qu'on appelle une IA générale, euh, du premier coup que cette IA se trouve mal alignée justement, eh ben il y aura plus rien quoi. On pourra plus rien Mm. faire. Donc c'est vraiment quand même un risque terrifiant et il faut être vraiment certain avant de l'allumer que tout se passe bien quoi. Et ce qui est Mm. terrifiant, c'est que ces IA, comme je le disais, et les IA générales ne font pas exception, sont mal alignées par défaut. C'est-à-dire que par défaut, elles vont faire des choses qui ne sont pas ce qu'on veut qu'elles fassent. Et donc, Mm. euh, et donc ça veut dire qu'il faut vraiment réfléchir très longuement avant d'appuyer sur le on d'une de ces IA pour pas que ce soit la catastrophe. Il faut réfléchir très longuement à comment on va faire pour que ces IA ne posent pas problème. Et aujourd'hui, le manque de régulation, le manque de réflexion sur ces sujets par rapport à la quantité d'argent qui est mis pour développer les performances de ces outils, c'est vraiment absolument terrifiant. Ouais. Mm. C'est toujours le problème des motivations économiques, évidemment. C'est que c'est- dès lors qu'il y a un enjeu financier, c'est un peu ce que justement Esa Raskin appelle la course. Il y a une course entre les différents acteurs Mm. qui sont en passe de créer ce type d'outils. Et ouais, c'est assez paradoxal parce que enfin, je sais pas comment toi tu le ressens, mais moi du coup alors pour boucler un peu la boucle sur ce sujet-là, mais ouais il y a un côté presque schizophrène. J'arrive pas vraiment à déterminer si je suis optimiste ou pessimiste en fait. Je Mm. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tout à fait. Mais en fait, j'aime bien voir la technologie de manière générale, pas seulement l'IA, comme quelque chose qui donne plus de pouvoir à l'humanité. C'est-à-dire que Mhm. on va pouvoir faire plus de choses. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on choisit de faire des trucs plutôt cool ou bien d'éteindre l'humanité? Ça, c'est un petit peu à nous de choisir, j'ai envie de dire. Euh, Mhm. Il y a des technologies qui, évidemment, en soi, sont plus problématiques que d'autres. La bombe nucléaire, bon, ça va être difficile de faire un super dalle de lentilles corail avec. Il y a plus de Mhm. probabilités qu'on détruise des villes et puis qu'on tue plein de gens. Ça, je suis bien d'accord. Mais Mhm. la technologie en soi, le paradigme de tout ce qui est technologie, j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui donne du pouvoir à l'humanité, un petit peu comme l'énergie d'ailleurs. C'est pour ça que l'énergie Mhm. et la technologie, j'ai l'impression, sont assez complémentaires l'une à l'autre. Et, euh, et d'ailleurs, Jean-Marc Jancovici le dit assez régulièrement, hein, l'énergie, c'est des croquettes pour machines, et la technologie, Mhm. aujourd'hui, c'est principalement des machines. Donc, euh, donc, on voit que c'est très complémentaire aussi. Euh, et, et oui, en fait, ce qui est très compliqué, c'est que ces technologies, du coup, si elles sont bien alignées, pourraient permettre des futurs, mais vraiment radieux, comme on a de la peine à s'imaginer aujourd'hui, des utopies complètement délirantes. On pourrait demander à une IA de résoudre la faim dans le monde, elle claque des doigts et puis hop, il n'y a plus de faim dans le monde. Évidemment, c'est Mhm. exagéré, c'est vulgarisé, mais ça veut dire que en fait, il y a des gens qui, très intéressants qui ont théorisé sur le fait que quasiment tous nos problèmes sont un problème de connaissance. Et donc que si on avait les connaissances nécessaires pour résoudre ces différents problèmes, alors on pourrait les résoudre. Et l'IA, c'est Mhm. précisément une technologie dont le rôle, c'est de travailler les connaissances. Et donc, ça fait dire à certains que si on crée des IA assez performantes, eh ben, on pourra résoudre plus ou moins l'entièreté des problèmes qu'on veut, créer la société qu'on veut. On a une sorte d'esclave bénévolant, de dieu bénévolant que l'humanité peut contrôler pour créer le monde qu'on veut. Donc ça paraît Mhm. complètement délirant, quoi. Et,
sans parler de quelque chose d'aussi extrême que ça, le simple fait, par exemple, de pouvoir supprimer des travaux extrêmement pénibles pour pouvoir peut-être mettre en place un revenu de base universel, ou bien même Mhm. simplement baisser le nombre d'heures de travail, sans parler de revenu universel, le fait de pouvoir donner accès, par exemple, aux diagnostics médicaux à des gens qui ont très peu d'argent grâce à ces technologies, et énormément d'autres bouleversements qui vont à venir sont évidemment extrêmement cool et vraiment très très chouettes. Le Mhm. gain en productivité que ça va nous permettre d'avoir est vraiment excellent également. Mais il y a tous ces risques derrière, et les technologies, c'est toujours ça, c'est une balance bénéfice-risque. Quels sont les bénéfices, quels sont les risques? Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, dans la course à l'armement, littéralement, dans laquelle on est arrivé avec ces technologies Mhm. d'IA, il me semble que les risques excèdent vraiment les bénéfices. On est vraiment à des risques Mhm. qui sont existentiels, qui menacent l'humanité. Donc, Mhm. réfléchissons bien avant de... Oui, oui, imaginons ces futurs utopiques, c'est ce que je disais au départ, il faut les imaginer, il faut que ça soit cool. Mais pour ça, il faut qu'on y pense bien, il faut qu'on axe sur la sécurité, et malheureusement, ce phénomène de course fait que les entreprises privées n'ont aucun intérêt à maximiser la sécurité. Parce que plus une entreprise va maximiser la sécurité, plus elle va allouer de ressources financières à ça, moins elle va en accorder à la course en elle-même. Et donc, elle va perdre la Mhm. course. Et donc, les gagnants de Tout à cette fait. course vont être les acteurs les plus malveillants. Donc, ou ceux qui se soucient le moins de la sécurité. Et ça, C'est c'est ça. vraiment quelque chose qui doit nous terrifier, je pense. Et je suis Mhm. terrifié du manque de terrifaction là-dessus. Je sais pas, je pense pas que ça se dise, Oui, c'est-à-dire que mais tu considères que les gens sont pas assez inquiets, quoi. c'est ça, absolument. Quand je vois le Mhm. danger que peuvent poser ces technologies, des dangers vraiment. Par exemple, je prends le réchauffement climatique, qui me semble être quelque Mhm. chose de vraiment catastrophique, hein. Les gens s'en rendent vraiment pas compte de ce que ça va donner. Si on Mhm. continue sur la trajectoire actuelle, c'est des pandémies, de la famine, des guerres dans l'entièreté du monde d'ici quelques dizaines d'années. C'est ça le réchauffement Mhm. climatique. C'est Ouais, des ouais, tout à fait. millions, des milliards peut-être même de personnes qui doivent bouger. Enfin, c'est vraiment massif. Et Mhm. quand je vois l'attention médiatique qui est portée à ce sujet, je me dis, ah ouais, c'est vraiment grave qu'on en parle aussi peu. Mais quand je vois l'attention médiatique qui est donnée au problème de l'IA, enfin, c'est vraiment ridicule. Aujourd'hui, dans les Mhm. médias, moi, ce que j'entends, c'est vite, il faut que la France investisse le plus d'argent possible pour qu'elle ne soit pas à la traîne face aux autres, Mhm. quoi. Donc, en gros, le message, c'est quoi? C'est, ben, mon Dieu, tout le monde court, il faut qu'on court plus vite qu'eux. Mais Mhm. mon Dieu, on court plus vite qu'eux pour aller vers quel monde? Pour aller vers un Mhm. monde qui sera détruit par cette course. Donc, il faut vraiment qu'on se pose, qu'on réfléchisse, qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut faire de ces technologies collectivement, démocratiquement. Et il y a des plateformes, des gens qui réfléchissent à ça. Je pense par exemple à Science for All, qui a développé une plateforme qui s'appelle Mhm. Tournesol, qui réfléchit à l'éthique des algorithmes de recommandation. Et je pense que ce Mhm. genre de projet doit vraiment être massivement supporté par des aides publiques, privées, qu'il faut des régulations le plus possible. Donc, pour résumer, oui, une utopie grâce à toutes ces technologies est possible. Oui, ces technologies vont nous permettre de faire des bons dans la santé, dans la résolution des problèmes environnementaux, dans tout plein de problèmes qui peuvent exister de façon délirante. Mais pour ça, pour que ces technologies apportent tout ça sans que ce soit la catastrophe avec des cyberguerres, de la désinformation et l'extinction de l'humanité, eh ben, il faut investir massivement dans la recherche et puis gouverner ces IA de façon démocratique et pas que ce soit juste quelques entreprises privées qui décident du sort de l'humanité, quoi. Mhm. Très bien. C'est une bonne conclusion pour cette partie sur l'IA. Je suis assez d'accord, évidemment. Hmm. Et donc pour embrayer, et on l'a un peu évoqué au début de l'interview, mais donc tu parles aussi assez souvent d'un autre sujet qui est pas totalement étranger à celui-là d'ailleurs, qui est celui du transhumanisme. Alors c'est un mot qui fait un peu peur à certaines personnes, souvent avec une forme de préjugé, j'ai l'impression d'ailleurs. Hmm. Est-ce que déjà pour commencer, tu peux te définir qu'est-ce que c'est le transhumanisme? Ouais, je pense que, étant donné qu'au début, j'ai commencé par dire que la croissance économique est arrivée à bout
et puis que en même temps j'ai dit que j'étais membre de l'équipe dirigeante de l'association française transhumaniste. Rien que ces deux phrases mélangées doivent faire des mind blows à certains qui doivent se dire Mhm. comment ça, un transhumaniste qui n'est pas un capitaliste ultralibéral qui veut la croissance à tout prix, comment c'est possible? Et effectivement, Mhm. malheureusement, c'est un sujet, le transhumanisme, qui est vraiment extrêmement caricaturé et ça me fait très bobo au cœur quand je vois beaucoup de médias que j'adore parler par exemple d'écologie, de problèmes sociaux, etc. Et puis de mettre en avant comme les méchants ultimes, l'avatar du transhumanisme qui veut être immortel en détruisant des bébés, en mettant leur sang transfusé, enfin j'en sais rien, des trucs complètement délirants quoi des fois. Et, euh, et je trouve ça vraiment dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que le transhumanisme, on en discutera peut-être, mais peut être très bénéfique et peut être très chouette, en tout cas selon moi. Comme l'IA d'ailleurs. Hein. Je Mhm. dis pas que le transhumanisme c'est cool. Je dis pas que l'IA c'est cool. Je dis que ces technologies peuvent avoir des applications qui vont être cool et qu'il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire, comment réguler, etc. pour que ça se passe au mieux. Ça c'est sûr. Parce que Mhm. des applications négatives du transhumanisme, il peut y en avoir énormément, évidemment, et la science-fiction nous le rappelle tous les jours. Le Mhm. transhumanisme, c'est quoi? Le transhumanisme, c'est l'amélioration de l'être humain, de la condition biologique de l'être humain par la science et la technologie. Donc, ça recoupe un petit peu trois objectifs principaux. Le premier, ça va être tout ce qui touche la mortalité, donc L apostrophe amortalité, qui signifie supprimer le processus biologique du vieillissement. Où on voit par exemple que la quasi-totalité, plus ou moins 80% des maladies qu'on a aujourd'hui sont liées au vieillissement. Donc en supprimant le vieillissement, on pourrait supprimer une immense majorité de ces maladies. On voit que les gens, de manière générale, n'aiment pas du tout le vieillissement. Ils achètent plein de cosmétiques pour cacher leurs rides, cacher leurs cernes, etc. Ils font plein de choses pour pas montrer qu'ils sont vieux. Et puis même les vieux disent oh non, mais moi je suis un vieux jeune ou comme ça pour montrer qu'ils sont encore ouverts d'esprit. Donc j'ai l'impression que d'un côté, justement, la société est assez claire là-dessus. Et d'ailleurs, le premier mythe de l'histoire de l'humanité, l'épopée de Gilgamesh, était une histoire où la personne en question devenait immortelle. Donc j'ai l'impression Mhm. que ça traîne dans le cerveau des humains depuis un bon moment, cette affaire-là. Euh, et donc j'ai l'impression que la société, de manière générale, a l'air plutôt ouverte à ça, euh, malgré que justement les discours sur le transhumanisme soient absolument négatifs. Donc je vois un peu une contradiction comme ça entre ce que les gens veulent et puis les discours qu'il y a derrière. Est-ce que c'est la manière dont ça pourrait être amené? Enfin, je sais pas, on peut théoriser un peu là-dessus. Mais Mhm. du coup, ouais, ça c'est vraiment le premier plan, le fait de supprimer le processus du vieillissement. Donc c'est Mhm. pas immortel. Pourquoi on dit amortel et pas immortel? C'est parce que ben, concrètement, si vous traversez la route et puis vous prenez un camion en pleine face, ben, vous allez quand même mourir. Donc vous n'êtes Mhm. pas immortel. Mais vous êtes amortel dans le sens où votre durée de vie n'a pas de limite fixe due à un processus biologique qu'est le vieillissement. Donc ça, c'est vraiment un des principaux objectifs transhumanistes. C'est l'objectif que la plupart des transhumanistes considèrent comme étant l'objectif prioritaire. Ensuite, un deuxième objectif, donc il y en a trois. Le deuxième objectif, c'est tout ce qui est amélioration cognitive, mentale, morale. Donc tout ce qui touche au cerveau et aux autres parties du corps qui permettent la réflexion et ce genre de choses. Aujourd'hui, on voit que tout n'est pas dans le cerveau. Euh, donc bah là concrètement, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple l'amélioration de l'intelligence, de la puissance de calcul du cerveau, de la mémoire, et ça va être tout ce qui est aussi amélioration morale, c'est-à-dire pouvoir soi-même contrôler, par exemple, imaginons avec des sortes de petits curseurs, bah, différentes choses de notre biologie. Par exemple, on pourrait contrôler notre sentiment de dominance. Par exemple, on peut imaginer que dans certaines situations, on n'a pas du tout envie d'être dominant. Donc on pourrait avoir un curseur qui fait qu'on est un peu moins dominant. Et dans d'autres situations, ça peut être très utile de l'être. Et donc on va pouvoir augmenter ce curseur. C'est une image assez... Enfin, quoique, ça pourrait être quelque chose un peu comme ça. Euh, et d'autres choses, de pouvoir plus, en fait, de pouvoir plus contrôler nos processus mentaux, de pouvoir avoir la main dessus et puis pas que simplement ils soient dictés par notre biologie.
Mm. Évidemment, il y a aussi tout un contexte social, la méditation, il y a tout ce qui est éducation, etc., qui peut permettre d'avoir du self-control, de mieux gérer nos émotions, etc. Donc, et puis tout ce qui est éducation va aussi permettre d'augmenter l'intelligence, etc. Donc là, c'est important, je pense, de préciser que le transhumanisme n'est pas une négation de tout ça, hein. Au contraire, beaucoup de transhumanistes vont mettre en avant ces aspects, mais le Mhm. transhumanisme, c'est une prise de conscience aussi que bah tiens, ces aspects sont aussi biologiques. Malgré les milliers d'années de philosophie, de morale, d'éducation, etc. qu'on a derrière nous, il semble que nos sociétés sont encore, on a encore de la peine avec tous ces sujets. Et peut-être qu'en partie, c'est dû effectivement, évidemment, même j'ai envie de dire, à des processus sociaux qu'on peut améliorer grandement. Et en partie, je pense que c'est également dû à notre biologie qui aujourd'hui n'est peut-être plus adaptée à une société où on est autant nombreux. Donc, Mm. pouvoir avoir plus de contrôle sur ce processus biologique qui est issu de la sélection naturelle, qui est quelque chose d'aveugle. La sélection naturelle n'a pas pour volonté d'amener un humain cool. Elle a Mm. juste fait l'humain qui survit le mieux, quoi. Tout à fait. Donc c'est pas forcément le plus optimisé pour nos sociétés actuelles. Et la Mm. dernière chose qui intéresse un peu moins, j'ai l'impression, les transhumanistes, mais qui reste un paradigme intéressant, mais que moins de transhumanistes vont considérer comme étant la priorité, c'est tout ce qui est les améliorations corporelles. Donc, Mm. ça peut être, ben, je sais pas, avoir des jambes en prothèse pour courir plus vite, pour sauter plus haut. Ça peut être des implants cochléaires pour entendre les ultrasons ou les infrasons. Ça peut être tout un tas de choses comme ça qui vont nous permettre d'améliorer notre corps. Ou peut-être, par exemple, des choses qui existent déjà, en fait, parce que le transhumanisme, ça existe déjà. Par exemple, les vaccins. Les vaccins permettent d'améliorer notre système immunitaire. Donc, les transhumanistes n'ont de cesse d'expliquer que, par exemple, les vaccins, effectivement, sont une technologie transhumaniste. C'est-à-dire Mm. qu'on va prendre un outil scientifique, donc c'est la science, qui vient améliorer la biologie de l'humain, en l'occurrence le Mm. système immunitaire, pour avoir des capacités que avant le corps n'avait pas. C'est-à-dire que le corps va être capable de combattre des micro-organismes, des virus, des bactéries qu'il n'était pas capable de combattre auparavant. Et donc, ça vient Mm. véritablement améliorer le système immunitaire. Donc, par exemple, les vaccins sont une technologie transhumaniste. Bon, il ne faut pas Mm. sortir ça de son contexte et montrer ça à des complotistes parce qu'ils vont dire oh mon Dieu, Oui. on vous l'avait dit depuis le début, les transhumanistes sont là derrière. Mais d'ailleurs, il y a plein d'autres technologies transhumanistes qui existent déjà. En fait, le transhumanisme, c'est beaucoup plus large que ce qu'on a tendance à considérer. Mais Mm. voilà un petit peu les trois principales choses, les améliorations cognitives et mentales, les améliorations corporelles, et puis la mortalité ou l'immortalité biologique, on peut aussi dire ça comme ça. Mm. Voilà, voilà. Très bien. Bonne définition. C'est vrai que sur ces questions, il y a vraiment deux approches. Moi, on m'avait posé cette question dans ma FAQ, de savoir si j'étais bioprogressiste ou bioconservateur, qui est un peu le clivage lié au transhumanisme. Et c'est vraiment ça, c'est la question de savoir si l'humanité doit ou non, en quelque sorte, fusionner avec les technologies. Moi ce qui m'intéresserait ce sur quoi j'aimerais avoir ton avis aussi, c'est par rapport à ce type de clivage et dans les discussions que tu as pu avoir sur le sujet. De mon expérience, souvent les réticences auxquelles on fait face, elles sont un peu de l'ordre du principe. C'est-à-dire que tant que c'est pour, par exemple, pallier à un handicap ou bien pour prévenir des maladies, l'exemple que tu donnes du vaccin est le bon, mais on pourrait aussi penser à des prothèses connectées, tu sais, des mains connectées pour des gens qui ont été amputés. Là-dessus, les gens n'ont pas tellement d'objections, ils sont plutôt d'accord. C'est-à-dire que tant que c'est palliatif, en fait, ils vont trouver que c'est pas un problème. Si tu viens rectifier quelque chose qui serait presque considéré comme une erreur de la nature et une injustice, là, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que tu vas commencer à proposer des idées qui sont plus de l'ordre de ce qu'on appellerait l'humain augmenté, là, il va y avoir une levée de bouclier, par principe un peu, et beaucoup de réserves qui s'apparentent un peu à un paralogisme en disant, bah en fait non, l'argument souvent c'est presque, bah en fait on n'a jamais fait ça, donc on ne devrait pas le faire. Tu vois, ce qui perso pour moi a pas tellement de sens, et je trouve pas que c'est un bon argument, mais voilà, j'aurais un peu aimé savoir comment tu recevais ce genre d'argument.
Ouais, je trouve très très intéressant ce que tu dis parce que ça montre qu'en fait, le problème que les gens ont avec le transhumanisme ne se situe pas au niveau des technologies. C'est-à-dire que la pharmacopée, l'intelligence artificielle, les prothèses, les trucs comme ça, les gens, ils n'ont pas un problème en général en soi avec ça. Alors oui, il y a des naturalistes absolument ultra conservateurs qui trouvent que c'est la catastrophe, il faut que le monde, enfin qui vont idéaliser par exemple les civilisations pré-industrielles, etc., à dire que c'est fantastique, etc. Et malheureusement, certains pans de l'écologie d'ailleurs tombent un peu là-dedans. C'est pas Mhm. de loin, pas tout l'écologie, mais malheureusement certains peuvent tomber là-dedans et idéaliser une société précédente finalement, et donc on se retrouve avec une sorte d'écologie presque réactionnaire finalement. Mhm. Euh, et donc ces technologies en soi ne sont pas forcément considérées comme étant négatives, mais c'est plus le but pour lequel on va les utiliser. C'est-à-dire que du Mhm. moment que c'est une remise à l'état normal, ça va. Mais dès que c'est dépassé l'état normal, oh là là, c'est la catastrophe. Vous savez, Mhm. l'humain est parfait, la nature est bien faite, elle a fait l'humain comme ça. Vous allez modifier des choses super compliquées et puis ça va. On a l'impression que ça va détruire la civilisation. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que moi, personnellement, j'y vois un petit peu la même chose que j'y vois par exemple avec, je sais pas, la panique woke que peuvent avoir certains réactionnaires ou conservateurs en mode Mhm. vraiment oh mon Dieu, vous vous rendez compte, le mariage pour tous, ça va détruire la civilisation. Et après, hop, il y a le mariage pour tous. Ah bah tiens, ça va pas détruire la civilisation. Ouais, mais quand même, vous vous rendez compte, les trans, ça va détruire la civilisation. Enfin, et puis ils trouvent à chaque fois un nouveau truc qui va détruire la civilisation, quoi. Et, Mhm. et je trouve rigolo parce que le transhumanisme, c'est un petit peu la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des gens qui vont dire oh mon Dieu, vous allez être immortel, ça va détruire la civilisation, ça va faire de la surpopulation, ça va faire tout un tas d'arguments qui vont être dévoyés. Et puis, à mon avis, le plus probable, c'est que quand ces technologies arriveront, puis que ça se passera réellement, si ça se passe une fois, eh ben, le plus probable, c'est qu'on se dise, ah bah tiens, ça n'a pas détruit la civilisation. Donc, de la Mhm. même manière. Et d'ailleurs, je trouve très intéressant qu'on utilise le terme bioprogressiste et bioconservateur, parce que ben, on Mhm. voit justement que c'est la même chose en fait, que c'est Mhm. est-ce qu'on veut faire progresser l'humain ou est-ce qu'on pense que l'humain est déjà parfait comme il est et donc qu'on souhaite le conserver dans l'état actuel. De la même manière qu'un progressiste, de manière générale, veut faire évoluer la société vers quelque chose de nouveau qui n'a jamais existé, là où un conservateur veut conserver la société dans l'état actuel. Donc, je pense que c'est un peu le même type de phénomène. Et je pense que c'est peut-être dû à une sorte de biais naturaliste, justement, le fait de croire que l'humain est parfait comme il est, que peut-être si on est croyant, peut-être que Dieu a voulu l'humain parfait, et donc que le modifier serait Mhm. mal, ou bien si on est non-croyant, peut-être que ça peut être des forces plus ésotériques New Age, comme la nature, par exemple, qui a voulu l'humain bon en soi, et donc que la sélection naturelle est bien faite, enfin, toutes ces choses. Et ouais, il y a cette peur vraiment que... Mais pour moi, c'est une peur complètement infondée. C'est-à-dire que mettre un implant cochléaire, par exemple, dans l'oreille de quelqu'un pour lui permettre d'entendre, par exemple, quelqu'un qui est sourd, on va lui mettre un implant cochléaire pour qu'il puisse entendre, ça, tout Mhm. le monde trouve ça normal. Mais par Mhm. exemple, il se trouve que ces implants cochléaires, si on les modifie quelque peu, et vraiment, il suffit de modifications qui prennent quelques secondes à faire avant de l'implanter, il me semble. Je suis pas spécialiste du sujet, donc il faut vérifier ce que je dis, mais Mhm. ça pourrait nous permettre, par exemple, d'entendre les ultrasons. Et genre ça paraît catastrophique. On va se dire, oh mon Dieu, il faut surtout pas que les humains entendent les ultrasons, c'est un truc que personne n'a. Et ça, je comprends vraiment pas en quoi le fait qu'une personne qui se fait implanter un implant cochléaire puisse demander, par exemple, ah ben tiens, moi j'aimerais bien entendre les ultrasons, pourquoi vous pourriez pas me régler l'implant cochléaire un peu différemment? En quoi ça détruirait la civilisation? Franchement, je pense que c'est plus ouais, du conservatisme, du naturalisme qu'autre chose, une idéalisation de ce qu'est l'humain maintenant, qui n'a pas lieu d'être, selon moi. Donc, Mhm. euh, donc voilà, c'est un peu l'idée que, ah bah tiens, tout d'un coup j'ai des lunettes qui me permettent de revoir comme je voyais avant, c'est parfait. Mais alors tout d'un coup j'ai des lunettes qui me permettent de voir 10% mieux, oh là 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 là, c'est la catastrophe. Et ça, ouais, Mhm. c'est vraiment quelque chose, je pense que
c'est un peu le conservatisme ambiant dans lequel on baigne qui nous pousse à penser ce genre de choses. Mais moi, perso, en tout cas, j'y vois pas tant de danger que ça. Encore une fois, c'est des technologies qui, effectivement, mal utilisées peuvent être dangereuses, mais je pense que cette idée d'être contre le bioprogressisme en soi, c'est quelque chose de pas rationnel, selon moi, en tout cas. Je suis assez d'accord, hein. Et en plus, en fait, quand tu creuses et que tu discutes, il n'y a pas vraiment d'argument. Hmm. C'est pourquoi non. Quand tu demandes aux gens pourquoi non, par exemple avec ton cas d'un implant auditif qui permettrait d'entendre des ultrasons, Mhm. c'est pour ça que je parlais d'opposition de principe. C'est qu'en fait, les gens vont dire, bah non, mais en fait, si tu creuses un peu, ils vont dire juste, ça me dérange, quoi. Mhm. Pourquoi non? Parce que ça me dérange. Mais ça, c'est pas un argument, tu vois. Mhm. Préférence personnelle n'est pas un argument. En tout cas, enfin, pas quand on a une discussion un peu d'ordre philosophique, quoi. Parce que sinon, tout le monde peut avoir cet argument-là, tu vois. Moi, Mhm. ça me dérange, oui, mais moi, ça me dérange pas. Bon, bah super, mais on va nulle part avec ça, tu vois. Mhm. Donc voilà. Et c'est vrai que, ouais, j'ai du mal à comprendre, mais après, comme tu dis, hein, je conçois aussi qu'effectivement, il y a évidemment que toute nouvelle technologie implique potentiellement des risques, Mhm. et ça, il faut les prendre en compte. Mais ouais, c'est le type de discussion qui personnellement, me rend un peu pessimiste Mhm. vis-à-vis de la nature humaine, dans le sens où il y a une ironie presque, parce que souvent, on accuse les gens qui sont bioprogressistes d'être, tu sais, gorgés d'hubris, finalement de voir l'humain comme tout puissant, comme une Ouais. entité divine, etc. Et en fait, quand tu creuses, t'as des gens qui vont être opposés, par exemple, à certaines pratiques ou à certaines nouvelles technologies, parce que finalement, c'est eux qui considèrent que non, l'humain est parfait comme il est actuellement, tu vois. Mhm. Et c'est donc pour moi, c'est complètement inversé. C'est ça qui est une forme d'hubris pour moi, c'est de considérer que par nature, c'est ce que tu décrivais, naturellement, l'humain est parfait, il est sacré. Il faut pas, la technologie doit pas faire quoi que ce soit pour le modifier, parce que finalement, on est à quelque chose de divin par défaut, quoi. Ce qui est pas vrai non plus. Enfin voilà, Ça c'est je trouve vraiment ça. drôle. Les transhumanistes sont à la fois accusés Mmh, d'idéaliser l'humain, genre l'humain c'est un truc qui est vraiment génial et tout ça, justement comme tu disais l'hubris et tout ça. Et de l'autre côté, on nous traite d'anthropophobes, de gens qui n'aiment pas leur corps, n'aiment pas l'humain, auraient une sorte de peur viscérale comme ça de la mort qui les mmh, pousserait à faire des recherches horribles et tout ça. Et donc c'est vraiment mmh, drôle parce que du coup, ouais, on a vraiment les deux critiques, quoi. mmh, C'est ce qui montre que l'argument ne tient pas, il me semble, mmh. si on peut opposer l'un et l'autre. Bon, il y a un moment, ça marche pas, quoi. Ouais, c'est assez paradoxal, je suis d'accord. Mm, Très bien, très bien. Alors on a évoqué un certain nombre de choses qui sont surtout pour l'IA pas mal dans l'actu. mhm, Et moi, c'est vrai que c'est des sujets dont je voulais te parler parce que c'est des sujets qui m'intéressent aussi, même si je suis peut-être moins investi que toi dessus. Mais je me demandais s'il n'y avait pas aussi d'autres sujets auxquels j'avais pas potentiellement pensé, des sujets notamment d'avenir qui sont cruciaux pour toi. J'imagine par exemple que peut-être les questions liées à la conquête spatiale, ce genre de choses, c'est des choses qui t'intéressent aussi. Voilà, est-ce qu'il y a des choses qui t'occupent l'esprit, qui sont liées justement à l'avenir, des choses comme ça auxquelles j'ai pas forcément pensé. ouais, euh, alors évidemment, l'avenir, c'est très très large, donc Et bien il y a sûr. beaucoup de sujets dont on pourrait parler. Mais, euh, mais effectivement, bah, tout ce qui est conquête spatiale, c'est intéressant que tu en parles. Moi, je pense pas que c'est un enjeu aussi important sur du court terme que d'autres. J'ai Mhm. l'impression que, en mode, on a le temps, quoi. Parce que avant de pouvoir terraformer Mars ou bien d'explorer d'autres trucs, bon, c'est très très chouette, hein. Je pense qu'il faut investir encore plus que ce qu'on le fait dans la conquête spatiale et tout ça, mais ça me semble pas un enjeu absolument crucial ou en mode l'humanité va s'éteindre ou bien ça va apporter des trucs complètement délirants. Alors oui, ça va apporter des trucs concrètement délirants, mais sur un laps de temps qui me paraît assez lointain par rapport à tout ce Mhm. dont on a parlé aujourd'hui. Donc effectivement, l'IA va bouleverser le monde d'un point de vue complètement délirant, le transhumanisme aussi. Euh, je pense que tout ce qui est, ben, on l'a mentionné un peu, mais réchauffement climatique et de façon beaucoup plus globale, tous les problèmes environnementaux aussi vont avoir des conséquences impressionnantes sur les sociétés humaines et pour le coup en vraiment négatif. Mhm. Euh, et
En fait, ce que je trouve très compliqué, c'est d'allier un petit peu tous ces trucs en même temps pour avoir une vision de l'avenir cohérente, quoi. C'est super compliqué parce que d'un côté, tu as des gens qui te parlent d'immortalité, d'autres, t'en as qui te parlent d'extinction de la vie humaine par l'IA, et puis de l'autre, des gens qui te parlent d'effondrement de la civilisation. Et tu dis, ok, bon, tous ces scénarios, si on prend uniquement chaque domaine en soi paraît assez probable. Mais si tu combines tous Mhm. les domaines, bon, ben, il y a un truc, ça joue pas, quoi. Il y aura forcément une sorte de fusion entre tout ça, ou l'un qui va gagner par rapport à l'autre, je sais pas. Mais je trouve que c'est vraiment quelque chose de compliqué. Avoir des Mhm. prédictions sur un domaine particulier, sur l'avenir, qui sont correctes, c'est déjà quelque chose de difficile. Mais avoir des productions qui prennent en compte l'entièreté des domaines, ça va être super compliqué parce que tout s'influence mutuellement. Comme je disais, tout d'un coup, on a une crise énergétique, bah, ça veut dire qu'on va pouvoir développer tout ce qui est technologie beaucoup moins rapidement, qu'on va devoir Mhm. faire plein de trucs différemment. Au contraire, si la technologie se développe encore plus rapidement que ce qu'on va avoir, peut-être que, par exemple, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à faire de la fusion nucléaire, et donc que la crise énergétique va être beaucoup plus rapide que ce qu'on aurait pu penser. Ou, tu vois, tous ces domaines interagissent entre eux de façon vraiment très très complexe, et ça, je trouve que c'est vraiment passionnant d'essayer de décortiquer un petit peu tout ça. Euh, Mhm. dans les grands domaines aussi qui vont être modifiés à l'avenir, je pense qu'il y a tout ce qui est pandémie qui est intéressant à évoquer, vu qu'on en sort il n'y a pas longtemps. Et là, avec les outils, par exemple, d'intelligence artificielle qu'on commence à avoir, et tout ce qui est bio-ingénierie, modification du vivant qu'on commence à être bien capable de faire, c'est aussi quelque chose d'assez terrifiant. Surtout tout ce qui est pandémie naturelle, évidemment, on voit le problème que ça peut poser. Tout ce qui est pandémie artificielle peut être vraiment aussi terrible, quoi. Hein, à créer on peut créer des agents pathogènes qui sont bien plus contagieux et bien plus mortels que ce qu'on a pu avoir ici, par exemple, avec le Covid. Et quand on voit Mhm. le bordel qu'a fait le Covid dans notre société, on se dit waouh, si un de ces agents pathogènes sort d'un laboratoire sans faire exprès ou ou est créé de façon volontaire et lâché Mhm. dans la nature de façon volontaire, bah, ça va créer vraiment un bordel pas possible. Il y a un truc aussi qu'on n'évoque pas assez, je trouve, c'est tout ce qui concerne les animaux. J'ai l'impression qu'il va y Mhm. avoir un vrai changement de paradigme. On y assiste déjà maintenant d'un point de vue des animaux, euh, avec le fait de considérer peut-être que les animaux, et surtout les animaux qu'on appelle sentients, hein, qui sont capables de ressentir des choses, Mhm. seront, à mon avis, beaucoup plus considérés dans l'avenir, et on considérera ce qu'on est en train de leur faire aujourd'hui, les images qu'on peut voir d'abattoirs ou même d'élevage, comme absolument terrifiant, comme peut-être une sorte de catastrophe morale auquel on est en train de participer, et que nos descendants pourraient voir un petit peu de la même manière que nous, on pourrait voir par exemple l'esclavage aujourd'hui, à se dire, oh mon Dieu, Mhm. mais comment ils pouvaient faire ça sans s'en rendre compte? Et là, j'ai Mhm. l'impression qu'on vit un petit peu la même chose avec les animaux, qui vont être de plus en plus considérés. Parce qu'il me semble qu'il y a vraiment un paradoxe logique à travers tout ça, quelque chose d'incohérent dans la position des gens. Par exemple, du fait que les Français, par exemple, ne mangent pas de chien. Ça me paraît très incohérent. Pourquoi est-ce qu'ils mangent du cochon mais ne mangent pas de chien? Ça me paraît vraiment extrêmement bizarre. Euh, bon, ça peut être une position qui peut paraître étonnante à certains, mais qu'est-ce qui justifie le fait de manger un Oui. cochon et puis d'avoir un chien à la maison qu'on éduque normalement? Le Mhm. cochon est légèrement plus intelligent que le chien, et même capable de passer certains tests conçus pour des chimpanzés. Les émotions, a priori, ils ont plus ou moins la même gamme émotionnelle. Le cochon est capable d'avoir une personnalité propre, de s'attacher à son maître. Euh, donc, qu'est-ce qui justifie que l'un finisse dans notre assiette et puis la façon dont on le traite et dont on le tue, tandis que l'autre, Mhm. oh mon Dieu, vous vous rendez compte, oh les Chinois là qui mangent des chiens, c'est vraiment horrible, j'en sais rien quoi, Mhm. mélangé en plus avec un peu de racisme. Euh, en fait, c'est juste incohérent selon moi. Et donc ce genre d'incohérence morale, à mon avis, ne dure pas très longtemps dans les sociétés. Enfin, au bout d'un moment, forcément, je me dis, on va s'en rendre compte, quoi, qu'il y a un truc, c'est pas Mhm. logique, quoi.
Donc soit on va commencer à manger du chien, soit on va arrêter de manger du cochon, je sais pas. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a une certaine incohérence là-dedans, quoi. Donc ça, c'est Hmm. aussi un paradigme, je pense, qui va beaucoup évoluer notre rapport qu'on a avec les individus non humains, quoi. Mhm. Euh, et voilà, ouais, ça va être intéressant. Et tout ça, évidemment, sous le coup de changements sociaux absolument massifs, de changements politiques, avec l'extrême droite qui remonte dans certains pays. Euh, Hmm. Enfin, ça va être très intéressant. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'on vit à une époque vraiment extrêmement différente. C'est-à-dire que, genre, tu serais né il y a 200 000 ans, le monde que tu aurais connu à ta naissance et le monde que tu aurais connu à ta mort seraient quasiment équivalents. Là, le monde que les enfants qui naissent aujourd'hui, ou même que nous, on aura connu à notre naissance par rapport au monde qu'on connaîtra à notre mort, va être mais d'une radicalité de changement, ça va être vraiment radicalement différent, de Hmm. façon délirante, quoi. Et cette capacité voilà, s'adapter, à apprendre de nouvelles compétences. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lance dans des études, je sais pas, de chirurgie, ça veut dire qu'il a confiance que dans 10 ans, il n'y aura pas des robots chirurgiens qui seront plus performants qu'eux. Moi, Hmm. ça me paraît probable que dans 10 ans, il y ait des robots chirurgiens qui seront plus performants qu'eux. Et ça, c'est Ouais, juste ouais. un domaine parmi d'autres. Et je veux dire, on assiste vraiment à des bouleversements sur le marché de l'emploi, de la médecine, enfin, qui sont vraiment délirants. Et en même temps, je trouve ça vraiment fascinant. Je suis tellement heureux d'être né à cette époque, de pouvoir assister à tout ça. Et puis essayer de faire en sorte que tout ce blogi-boulga arrive à quelque chose de plus positif que ça ne l'est aujourd'hui ou que ça ne pourrait l'être demain. Hmm. Je suis très excité quoi de vivre à cette période et puis de pouvoir assister à tout ça. Et en même temps, absolument terrifié parce que quand je vois l'ampleur des problèmes qu'on a devant nous, c'est vraiment incroyable aussi quoi. Donc, ouais, je me réjouis de Hmm. voir tout ce que ça va donner et puis j'espère modestement pouvoir essayer de faire en sorte que ça aille un peu plus vers le mieux quoi. Donc, voilà. Mais très beau projet. Très beau projet et une belle conclusion. Alors, c'est pas tout à fait une conclusion parce qu'il y a les traditionnelles questions bonus Tout à fait. qui sont pas sérieuses. Hein, mais avant ça, peut-être juste pour vraiment conclure sur les sujets plus sérieux et sur une question d'ordre un peu plus général. Ouais, on l'a un peu évoqué déjà, mais quand tu vois justement tous les défis qu'on a à relever, que tu évoquais, que ce soit en ce qui concerne le climat, tous nos problèmes politiques, économiques, sociaux, les limites aussi très tangibles de nos modèles démocratiques, de nos modèles oui, environnementaux, on l'a déjà un peu évoqué. Enfin, voilà, quand tu vois tout ça, est-ce que tu restes malgré tout plutôt optimiste ou est-ce qu'au contraire, tu es plus dans une forme de ce qu'on appellerait le dooming aujourd'hui, euh, Hmm. quelque chose de plus pessimiste, de plus cynique? J'ai ma petite idée sur la question, mais ça me paraît important d'avoir ta réponse. Ouais. Euh, c'est très compliqué à répondre. En plus, le pire, c'est que c'est une question que je pose également à la fin de tous mes podcasts. Et Mhm. moi-même, j'ai une difficulté à répondre à cette question qui est très très grande. Je pense que les optimistes convaincus te diront clairement que je fais partie des doomers, que je suis extrêmement négatif et puis que je vois la fin de la civilisation partout. Ok. Mais et puis les gens très pessimistes qui voient l'effondrement catastrophique et tout vont me dire que je suis un techno-utopiste, transhumaniste, libertarien Mhm. horrible. Mhm. Donc c'est assez rigolo. Même je pense que les gens qui m'analyseraient pourraient le voir de ces deux manières. Et en fait, je vois ça, genre, on a des technologies de plus en plus puissantes et ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait, de ces technologies. On a des enjeux de plus en plus impressionnants, environnementaux par exemple, et ça va vraiment dépendre de ce qu'on fait, de ces enjeux. On a les Mhm. capacités de faire que ça se porte bien et que ça soit cool, et on a Mhm. les capacités de faire que ça soit absolument catastrophique, quoi. Donc, ça va tellement dépendre de ce qu'on va faire que c'est super compliqué de répondre. Mais à Mhm. l'heure actuelle, franchement, je fais plutôt partie des pessimistes quand même, dans le sens que je trouve que la manière, le champ médiatique en fait, dans lequel on est embarqué, la manière dont il parle mal de ces enjeux, et puis il en parle déjà très très peu, et puis et puis quand il en parle mal, et puis Mhm. le champ politique qui est au mieux incompétent sur ces sujets, au pire vendu au lobby. C'est... En fait, j'aurais confiance en l'avenir si tout ça pouvait être géré avec une gouvernance extrêmement bien faite.
Mais ce que je vois Hmm. aujourd'hui, c'est que la gouvernance, elle est vraiment pas bien faite. Et puis, quand je vois justement, par exemple, la montée de l'extrême droite dans beaucoup de pays, je me dis, ah bah tiens, la gouvernance, ça risque d'être encore pire. Et Hmm. donc, le peu de progrès qu'on a fait, en plus, on va revenir derrière à interdire le droit à l'avortement, je sais pas quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à régler et il me semble qu'on n'a pas les systèmes de gouvernance pour régler toutes ces choses. Et donc, si je devais parier, je parierais plutôt sur un 2050 pire qu'aujourd'hui qu'un 2050 mieux qu'aujourd'hui, mais Mhm. pas avec une probabilité absolue non plus, quoi. Euh, Hmm. Dans le sens, tout d'un coup, on arrive à créer une IA générale bénévolente qui est au service de l'humanité. Bon, bah là, 2050, c'est le paradis sur Terre, quoi. Donc, Hmm. j'exclus pas ce genre de scénario. J'exclus pas le genre de scénario où on arrive à éradiquer le vieillissement et puis les gens n'ont plus à se préoccuper de cette chose absolument horrible dont se préoccupent les humains depuis la nuit des temps. Et c'est des scénarios qui me paraissent probables. Et le plus probable, selon moi, c'est un gloubi-boulga de tout ça, quoi. C'est qu'on va se retrouver avec des choses extrêmement négatives d'un côté qui vont s'empirer, les problèmes environnementaux qui vont aller de pire en pire, les problèmes Mhm. sociaux qui vont aller de pire en pire, et de l'autre côté une sorte, enfin donc du coup une exponentielle négative, notamment due à Mhm. l'environnement et au social et aussi de plus en plus à la technologie et de l'autre côté une sorte d'exponentielle positive due au progrès technologique et puis à quand même certaines personnes qui tirent dans le bon sens. Et Hmm. c'est vraiment ça qui est intéressant, quoi. C'est que on n'est pas face à quelque chose de linéaire, de logique, etc. On est vraiment face à une sorte de combat d'exponentiel, selon moi. Et donc savoir Ouais. quel exponentiel va gagner sur l'autre, c'est compliqué. Et je pense que ce sera un mélange de tout ça. Et je me réjouis de voir ce que demain va être. Du coup, pour répondre à ta question, je dirais de façon globale plutôt pessimiste par rapport au futur. Mais j'exclus pas que ça se passe bien si on fait les choses bien. Parce que Hmm. c'est quelque chose que vous répéteront tous les futurologues, tous les prospectivistes, c'est que le futur, il n'est pas écrit. Le futur, il Hmm. dépend de ce qu'on fait maintenant. Et donc, bougeons-nous pour faire advenir le futur qu'on veut voir, quoi. Hmm. Très bien. Super conclusion. Super conclusion. Et donc, je t'ai dit, maintenant, c'est la partie des questions bonus. Alors, ça dure 5 minutes. Hein, c'est des trucs pas très sérieux. Et Excellent. pour rester sur des thématiques de doomer, ma première question bonus, j'en ai deux qui sont sur un format tu préfères, tu sais, une Ouais. alternative. Et donc, ma première, c'est dans un scénario apocalyptique, tu préférerais être confronté à un monde dominé par des zombies ou un monde dominé par des robots? Ah, un monde dominé par des zombies, ça c'est certain. Ah ouais? Ah ouais, 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 clairement. Parce Enfin, que ça dépend de l'intelligence des robots, en fait, parce que quand on dit robot, ça veut tout et rien dire. Genre, c'est oui, des oui. robots télécommandés par des humains, tu vois. Et dans ce cas, je Hmm. me dis, ouais, bon. Non, là, je pensais à des IA vraiment Ah ouais, indépendantes. ouais. Oui, alors si c'est des IA indépendantes, clairement des zombies, quoi. Parce qu'ils sont plus bêtes, tu peux plus te protéger, c'est ça l'idée? Ah ouais, bah, je sais pas, après, ça dépend le type de zombie, quoi. Si c'est des zombies ultra Oui, moi je powerful. pensais à l'archétype. Non, non, je pensais à l'archétype du zombie un peu crétin, quoi. Ouais, non, bah ça, clairement, il me semble que ça sera plus simple de piéger un zombie que piéger une IA qui est peut-être plus intelligent que nous et puis qui en plus a un corps en acier qui fait que Hmm. quand on lui tape dessus, bah c'est nous qu'on a mal. Donc, Ouais, ouais. ouais, Ah, mais d'un non, côté, clairement il y a aussi zombie. l'alternative de la fin, tu vois. C'est-à-dire que en fait, tu préfères te faire zigouiller par des zombies ou par des robots? Parce que pour le coup, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis sur le fait que c'est plus facile de piéger un zombie, Ouais, mais je préfère me faire zigouiller par un robot que par un zombie, je crois. ouais, je crois aussi. Je crois aussi parce que déjà la mort doit être plus rapide. Genre, sinon C'est tu dois ça. te transformer en zombie, ça doit faire mal et tout. Bah ouais, c'est ça. Et puis même, je veux dire, au pire, les robots ils tuent tous les humains. Si les robots ils sont conscients, bah, je me dis au moins il y a une entité consciente, un peu stylée, bon méchante mais un peu stylée, qui nous survit, tu vois. Dès que je me dis putain, Hmm. si le monde il y a plus que des zombies, bah merde quoi, C'est un c'est peu nul, nul. ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ok, très bien. Deuxième question bonus, toujours sur le même mode d'une alternative. Tu préférerais, si t'es obligé de choisir, tu préférerais perdre la vue ou la mémoire? Oh là là. Je pense la vue. Euh, j'ai l'impression que la mémoire c'est en grande partie ce qui fait qui je suis quoi. Que ce soit mes compétences, mes connaissances, les gens qui me sont proches, mes amis, etc. Mhm. J'ai l'impression que la mémoire est beaucoup plus liée à ce que j'appelle moi, même si Hmm. on peut débattre du fait, est-ce que le moi existe, est-ce que nous ne sommes pas
finalement des sortes d'entités métaphysiques. Mais, euh, mais j'ai l'impression que ouais, en éliminant ma mémoire, j'aurais plus l'impression de m'éliminer moi-même. Tandis qu'en Hmm. m'éliminant la vue, j'aurais l'impression d'enlever juste un sens. Et, euh, et je sais qu'il y a des gens vraiment très stylés qui arrivent à, par exemple, en faisant des sortes de claquements de langue, à faire une sorte d'écolocalisation et puis à Ah voir bon? autour d'eux à travers les sons et tout ça. Et Ça ça, existe, ça? ouais, 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 Je suis il y jamais a entendu parler de notamment ça. un mec qui est devenu extrêmement fort d'ailleurs au baby-foot en jouant à ça et il me semble qu'il est arrivé parmi les plus hauts niveaux de baby-foot alors qu'il est complètement aveugle, simplement en faisant des claquements de langue. Et puis il me C'est semble incroyable. que le bruit qu'il fait en fait rebondit sur les différentes surfaces. Et donc, quand ça lui revient, il arrive à estimer la distance comme ça, à avoir une représentation mentale grâce au bruit, un petit peu comme le ferait une chauve-souris avec de l'écolocalisation, quoi. Et ça, je trouve, ouais, c'est vraiment fou. Donc, clairement la vue. Parce que la mémoire, j'aurais l'impression de me supprimer moi-même et je tiens à moi-même. D'accord. Très bien. Intéressant. Si tu devais décrire la couleur bleue à une personne aveugle de naissance, comment tu t'y prendrais? Ah là là, problème difficile de la conscience. Euh, c'est comment est-ce qu'on pourrait faire ça? J'ai l'impression que c'est impossible, hein, parce que même je lui décris les longueurs d'onde, je lui décris, elle pourra jamais ressentir ce que ça fait, quoi. Elle pourra Euh, jamais se le représenter, mais c'est ça, elle, c'est tout le défi de la question. Comment ouais. tu t'y prendrais pour essayer de faire passer quelque chose? Ce qui est terrible, c'est que je peux même pas lui dire ça ressemble à une autre couleur, mais un peu différemment, vu qu'elle a jamais vu d'autres couleurs non plus. Oh là là, je sais pas, je pense qu'il faudrait mélanger ça avec une autre sensation. Genre la Mhm. sensation que me fait le bleu, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que je sais pas, par exemple, la sensation de rentrer dans un lac à 20 degrés. Bah, c'est la même Mhm. chose que si tu voyais la sensation de rentrer dans un lac à 20 degrés. Peut-être qu'elle s'imaginerait le bleu, je sais pas. Non, non, mais je suis assez d'accord. Je pense que c'est faire des analogies comme ça avec des choses qu'une personne aveugle de naissance peut se représenter. À mon avis, c'est la méthode la moins pire, on va dire. Hmm. C'est-à-dire que oui, tu pourras jamais lui faire comprendre ce que c'est vraiment que le bleu, mais tu peux associer ça à des sensations, à des émotions. Je suis assez d'accord. Et pour finir, dernière question que je pose fréquemment. Est-ce que tu pourrais me donner quelques idées d'alternatives à la guerre qui permettraient aux pays de résoudre leurs litiges? Ah, ça c'est pas mal ça. Ben, comme je le disais, hein, je pense que le plus grand défi qui nous attend, c'est la gouvernance. Parce que la gouvernance, c'est ce qui va faire que tout le reste se passe bien ou mal, quoi. Donc, il me semble Mhm. vraiment qu'il faut reposer de fond en comble la manière dont est fait la gouvernance. D'un point de vue national, évidemment, quand on voit ce qui se passe en France, notamment par exemple avec la réforme des retraites, bon, il me semble que, ok, il y a un truc à réfléchir au niveau gouvernance. Et il me semble que d'un point de vue international aussi, Asimov parlait d'un gouvernement mondial. Bon, si j'ai déjà dit que j'étais pour les vaccins et que j'étais transhumaniste, et que maintenant je dis que je suis pour un gouvernement mondial, décidément, les fans d'Idriss Aberkan vont me détruire. Euh, mais oui, je pense que c'est probablement l'un des moyens les plus efficaces, c'est-à-dire de créer une entité comme ça qui prenne en compte les autres entités. Donc une sorte de gouvernement mondial qui puisse avoir des objectifs communs, en fait, qui pourrait créer des objectifs communs entre les différentes nations. Il me semble que contrairement à ce qu'on a vécu dans le reste de l'histoire de l'humanité, aujourd'hui nos défis sont quand même très planétaires. Le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde. Et Mhm. si un pays n'y participe pas, bah, ça va pas bien se passer. Euh, et, euh, et je veux dire, les migrations, c'est la même chose. L'intelligence artificielle également. Donc c'est des choses, si, même si un pays ou même une entreprise ou même un individu fait quelque chose de pas bien là au milieu, ben, ça va impacter tous les autres, quoi. Donc Mhm. il me semble effectivement qu'on voit de plus en plus l'importance d'émerger comme ça, peut-être une gouvernance mondiale, justement, je sais pas exactement la forme que ça pourrait prendre, mais qui pourrait mettre en place comme ça des objectifs importants. Et il me semble que du coup, il y aurait beaucoup moins d'intérêt à se faire la guerre.
Dans le sens Hmm. que si on a tous les mêmes objectifs, un peu tous la même vision utopique de l'avenir, bon ben, il n'y a plus trop de raisons de se faire la guerre. Pourquoi on se ferait la guerre? Hmm. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on vit dans une société de plus en plus fracturée due à l'information qu'on reçoit. Mhm. Donc, euh, donc ça va être très compliqué de se mettre d'accord sur une vision d'avenir commune. Mais il me semble que, en tout cas, au moins sur certaines valeurs et certaines choses, genre le fait qu'on n'anéantisse pas l'humanité grâce à l'IA, bon ben on peut se mettre d'accord là-dessus. Et ça nous fait déjà un objectif commun. Faisons déjà ça. Et puis peut-être que le fait de réfléchir comme ça à un problème qu'on a ensemble, et ben ça fera qu'on oublie un peu nos différends et puis qu'on se dirige ensemble vers la résolution de ces problèmes. Et donc ça pourrait significativement réduire le nombre de guerres et l'intérêt de ces guerres. Euh, Faudrait voir si ça marche, mais ça me semble être le mieux. Hmm. Très bien, mais c'est une belle conclusion. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu peux peut-être dire un petit peu aux auditeurs auditrices où te retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça, tes différentes chaînes, tes différents formats? Bien sûr. Alors, le plus intéressant pour les gens qui ne me connaissent pas, je pense que c'est d'aller sur ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle Le Futurologue, où je vais faire. Là, ça fait un petit moment que j'ai rien publié, mais je vais revenir très bientôt. Je sais pas quand sortira le podcast, ça dépend. Peut-être je suis déjà revenu, peut-être je reviendrai très bientôt Il sur. sortira dimanche de cette semaine. Alors, je reviendrai très bientôt avec de nouvelles vidéos, un petit peu en format documentaire, qui va vraiment essayer de faire le tour de certains sujets. Typiquement, la prochaine vidéo va traiter de ChatGPT et de tout ce qui va pouvoir modifier en bien et en pas bien. Essayer de faire le tour un petit peu de tout ça, même pour des gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Donc, Mhm. euh, donc voilà, et puis tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui, je vais les évoquer une fois ou l'autre. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas. Et sinon, bah, pour les gens un peu plus chauds qui aiment les discussions techniques et puis les très 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 longs trucs, ben n'hésitez pas à aller écouter du coup mon podcast qui est dispo sur YouTube et sur la quasi-totalité des plateformes de podcast. Ça s'appelle Le Futurologue Podcast. Et du coup là, j'interviewe chaque 2 semaines un expert, une experte sur ces sujets-ci dont Mhm. on a parlé aujourd'hui. Et puis les petites plateformes que pour l'instant c'est pas ma priorité, mais je vais quand même faire deux trois trucs. Donc si ça vous intéresse, en bonus, ben mon TikTok, le Futurologue, mon Instagram, le Futurologue, et puis les shorts sur YouTube, je les publierai sur ma chaîne principale également, le Futurologue. Donc en gros, pour les gens qui me connaissent pas, allez vous abonner à le Futurologue, la chaîne YouTube, et puis de toute façon, je vous renverrai vers le reste plus tard, ou bien vous regardez dans la description, il y a des liens et tout. Donc voilà, en tout cas, je me réjouis de relancer un petit peu tous ces contenus et puis de voir ce que ça donne. Ouais. Parfait. Et merci beaucoup, Shaiman, pour cette interview. Et je redirige effectivement les gens vers ta chaîne, le Futurologue. Allez faire un tour, c'est très intéressant. Bah, avec grand plaisir, merci beaucoup à toi et puis la grande classe d'avoir pu apparaître sur un podcast aussi intéressant et sur une chaîne YouTube aussi Ah, c'est cool gentil, que merci. la tienne. Ouais, merci Merci. pour tout, Noé. À bientôt. Ciao. Si vous aimez mon travail et que vous voulez me soutenir, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez attribuer une note et suivre Nouveau Paradigme sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et YouTube, ou bien vous pouvez simplement le partager à vos amis et vos proches. Le bouche à oreille aide toujours. Enfin, vous pouvez financer le podcast en vous rendant sur ma page Patreon ou Tipeee. Et quel que soit le soutien que vous m'apportez, merci. C'est vraiment grâce à vous que mon travail peut continuer à exister et se pérenniser.